Je ne sais pas comment je pourrais expliquer aux gens que si, aux gens, tu sais, les gens, que s'ils me posent plein de questions, ben, ça retarde. Voilà, c'est parti. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Hop, grand écran. On est en live. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer aux gens. Aux gens, tu sais, les gens. Attends, bouge pas. J'arrive dans 1 minute. Voilà, c'est parti. Allô? Je ne bouge pas. Bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Hop, grand écran. On est en live. On ne peut pas faire de cachotterie. On ne peut pas faire de cachotterie. Oui. Alors là, vraiment, les amis. Ben, tu nous appelleras, appelle-nous quand c'est terminé. Tu m'appelles sur mon portable, celui de Laurent ou Stan, ou Magali, peu importe. Et puis, l'idée, c'est que tu fasses un petit coup, voilà, qu'on ne pas sur le téléphone. On ne peut pas faire de cachotterie. On ne peut pas faire de cachotterie. Oui. Ok, bonsoir les amis. Catherine est partie pour 1 minute. Désolée pour ce retard dû à un bug. On a encore de l'écho, mais ça va s'améliorer. Et puis, comme ça, il pourra s'acheter un beau truc, son frère, participe et alors, vous êtes 7. Je ne vous vois pas encore. Il y a un délai. Désolée pour ce retard. On va s'améliorer. Hello Magali, hello c'est Anna. Ok, ça va sinon? Bon, allez, à jeudi. Hein. Bonne soirée, je t'embrasse fort. Au revoir. Donc vous êtes 9 étapes, c'est bon. Hello Magali, hello c'est Anna. Hello Gérald. Ok, ça va sinon? Catherine arrive. Hello Joe. Catherine arrive. Catherine arrive. Bonjour Catherine. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, tu lances? Oui, je lance. Donc, oula, il y a encore. Il y a un énorme écho. Hello Kevin. Hello Nathalie. Catherine, est-ce que tu as diminué le son de ton portable? Ouais, j'ai mis sur aucun son. Alors, qu'est-ce qui fait encore du son? Je l'éteigne? Tu lances? Oui, je lance. Donc, hello Ajar. Oula, il y a un énorme écho. Oui. Hello Kevin. Hello Nathalie. Catherine, est-ce que tu as diminué le son de ton portable? Oui, j'ai mis sur aucun son. Alors, est-ce qu'il y a encore du son? Je l'éteigne? Tu lances? Oui, je lance. Donc, hello Ajar. Hello Domi. Nous essayons contre vent et marée de diminuer les bruits qui nous dérangent. Parce que pour le moment, il y a encore de l'écho. Désolée, il y avait un bug tout au début, donc ça nous a pris un petit peu de temps. Et donc, j'entends que Catherine continue à avoir la main. Hello Domi. Nous
essayons, contre vent et marée, de diminuer les bruits qui nous dérangent. Pour le moment, il y a encore de l'écho. Désolée, il y avait un bug tout au début, donc ça nous a pris un petit peu de temps. Ça amuse beaucoup Magali, que je vais mettre aux manettes la prochaine fois. C'est normal qu'il y ait autant de distance, Catherine? Non, c'est pas normal. Ah. Je vais chercher le technicien avant de m'énerver plus longtemps. Il y a des coups partout. Ça amuse beaucoup Magali, que je vais mettre aux manettes la prochaine fois. C'est normal qu'il y ait autant de distance, Catherine? Non, c'est pas normal. Ah. Je vais chercher le technicien avant de m'énerver plus longtemps. Ouf, ça devrait être bien. Alors, parlons-nous des émotions de l'instant ou parlons-nous de ton fil d'actualité, c'est-à-dire, ce ne sont pas les situations qui sont stressantes. Ça va se rejoindre. Mais nous qui sommes éprouvés, je suis éprouvée. Et surtout, que se passe-t-il en cas de changement dans notre environnement? Et puis, quelque chose autour du parler juste. Voilà, il m'a semblé que, en fait, je me suis vraiment laissée inspirer par la situation actuelle, et notamment dans la façon dont les personnes témoignent leur rapport à ce qu'ils écoutaient, ce qu'ils entendaient, ce qu'ils lisaient, et donc un flux, un flot presque incessant de commentaires, d'opinions, de paroles, de propos, de projections, de tout ce qu'on peut imaginer, de verbeux ou de verbal. Et donc, il m'a semblé intéressant de regarder comment la logique émotionnelle peut justement parler de ce phénomène de verbalisation, d'expression orale. Et donc, ce qui va être intéressant, leur rapport à l'émotionnel. Ça recommence. Justement parler de ce phénomène de... Catherine! Ah yeah, c'est bon. Super. Merci. Et donc, de regarder si la logique émotionnelle et comment la logique émotionnelle peut nous dire quelque chose justement d'une parole plus juste, pas plus vraie, hein, parce que de toute façon, la notion de vérité, elle est, au sens biologique du terme, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Mais en tout cas, une parole plus juste, une parole plus ajustée, une parole dans laquelle nous pouvons nous reconnaître, nous pouvons comment dirais-je, nous entendre nous-mêmes déjà, et voilà ce qu'on pourrait appeler une parole plus juste. Donc c'est ça qui m'a intéressée, parce qu'une fois que nous avons dit que voilà, il y avait trop de paroles, un flot, et puis qu'un tel disait n'importe quoi, et puis que tout le monde se prétendait soit médecin, soit virologue, soit immunologue, soit je sais pas quoi. Bah, une fois qu'on dit ça, que nous critiquons et que nous pointons du doigt le fait que c'est pas possible de se comporter comme les gens se comportent, bah, on a tout dit, mais on a ajouté finalement du verbeux au verbeux, et ça va pas nous aider. Et donc, il me semble que moi, c'est vraiment ce que je découvre à chaque fois que j'utilise le processus émotionnel pour comprendre une situation. La dernière fois, on avait parlé de la santé. Voilà, donc à chaque fois, il s'agit d'aborder une thématique, et je suis à chaque fois absolument émerveillée de voir comment l'usage du processus biologique de l'émotion
finalement, nous aide à voir clair et nous permet comment dirais-je, de prendre une posture, de prendre une place plus juste, qui n'est pas forcément moins riche en émotions, mais dans laquelle l'émotion trouve toute sa raison d'être pour aborder, pour traiter la situation. Alors, avant de parler de la parole, je ne sais pas du tout s'il y a des gens nouveaux qui viennent d'écouter, peut-être qu'il y en a, et donc c'est toujours une bonne chose, même pour ceux qui ont suivi toutes les formations en logique émotionnelle, le fait de rappeler ce que c'est que l'émotion. On ne s'en lasse pas, moi je ne m'en lasse pas non plus, surtout pas. D'abord parce que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a différentes façons de le présenter, mais que la logique émotionnelle présentée dans sa version, ou plutôt l'émotion présentée dans sa version biologique, elle a quelque chose de très simple et qui nous met d'emblée en rapport avec le corps, et c'est ça qui finalement est tout à fait intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'émotion ? On pourrait dire que l'émotion, c'est un processus, un mouvement, et qui nous met directement en rapport avec l'existence. C'est-à-dire que la logique émotionnelle, l'émotion, elle nous rappelle à notre propre existence. C'est finalement un processus qui s'impose à nous comme si du plus profond de notre être, quelque chose qui existe, qui a ses bases, on va dire, dans le système nerveux lui-même, nous rappelait à la valeur de notre existence. Alors évidemment, ça peut paraître tout à fait inutile puisque nous existons, nous savons qui nous sommes, ou à peu près. Et donc, pourquoi est-ce que la nature de notre corps-esprit aurait mis en place un système pour nous rappeler à notre existence? Eh bien, d'abord, cette question, je pense qu'elle est un peu superflue, puisque en fait, nous constatons que c'est comme un système immunitaire. Et à quoi sert un système immunitaire ? Ben, ça sert à avoir des ressources pour poursuivre l'existence dans des milieux qui peuvent être éventuellement des milieux toxiques ou des milieux dans lesquels il faut développer des capacités supplémentaires pour pouvoir vivre et survivre, et donc persister dans son existence. Eh bien, l'émotion, c'est finalement un processus qui se rapproche de près du système immunitaire. C'est une façon de nous rappeler à la valeur de notre existence dans des situations dans lesquelles, du fait de notre histoire, du fait de notre mémoire, nous pourrions, entre guillemets, oublier la valeur de notre existence et s'en tenir à des habitudes comportementales et mentales qui sont insuffisantes pour pouvoir répondre de la valeur de notre existence. Et donc, l'émotion, elle impose une forme de grossissement, presque souvent de dramatisation, pour nous presser, et on le sent bien, hein, la pression émotionnelle, c'est quelque chose de très fort, ça peut même nous déborder, pour nous presser de répondre à la situation à laquelle nous sommes confrontés et d'une façon juste, adaptée et dans le respect des besoins vitaux qui sont les nôtres. Et donc, elle ne nous laisse pas le choix de nous adapter ou pas. Elle nous presse de nous adapter, elle nous presse de répondre à ce désir d'existence qui est génétiquement présent en chacun d'entre nous. Et donc, c'est comme ça qu'avec la logique émotionnelle, on peut dire que l'émotion n'est pas un problème, l'émotion est même une solution, à commencer par être une solution corporelle, pour nous aider à mieux nous situer, mieux occuper notre place dans la situation à laquelle nous sommes éventuellement confrontés. Et ces situations qui peuvent susciter l'émotion, ce sont des situations dans lesquelles, via notre mémoire corporelle et notre mémoire psychique,
ou plutôt notre corps sait que notre vie est en jeu. Et même si rationnellement, nous pouvons nous raconter que non, il n'y a pas de danger, pour le corps, toute situation qui réveille une mémoire dans laquelle la vie a été en jeu, eh bien, automatiquement, il y a un déclenchement émotionnel pour nous rappeler, encore une fois, à la valeur de notre existence. Voilà, donc l'émotion, dans ses valeurs biologiques, nous appelle, nous rappelle à cette valeur et nous presse de prendre en considération ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons exister, comment nous pouvons rentrer en rapport avec la situation d'une façon juste, équilibrée et, comment dirais-je, juste, oui, juste, équilibrée et avec une forme d'authenticité pour pouvoir poursuivre notre existence. Donc, ça sert à ça. C'est vraiment très utile. C'est une espèce de rêve idéalisé de je voudrais être zen, définitivement zen et ne pas être touché par les émotions. C'est non seulement c'est un leurre, mais c'est surtout un leurre qui nous éloigne de notre propre nature. Et c'est tout à fait dommageable parce que plus on veut être zen et plus on est agité et plus on est en colère et plus on est dépressif parce que comment dire, espèce d'idéalisation d'être définitivement zen correspond à une annulation finalement de ce processus de vie qui nous anime. Donc, ne soyons pas zen, soyons vivants, soyons des êtres humains et prenons la considération dans son bon sens, c'est-à-dire dans son sens biologique, dans son sens vital. Voilà. Donc, j'ai bien conscience pour ceux qui découvrent la logique émotionnelle, c'est un peu cash, mais on va voir dans le déroulé de la soirée que en lisant l'émotion sous cette forme-là, nous pouvons finalement être beaucoup plus ajustés à ce qui nous anime de l'intérieur plutôt que de chercher désespérément à correspondre à ce que les autres, soi-disant, attendent de nous. En tout cas, grâce à cette compréhension biologique de l'émotion, ça nous permet de regarder avec un œil très critique cette habitude mentale et cette habitude langagière. Évidemment, comme on va parler du langage aujourd'hui, de la parole, c'est d'autant plus important de commencer par là, de constater que l'habitude langagière qui consiste à dire que c'est la situation qui est pénible, stressante, déprimante, inquiétante, et là on l'a bien entendu avec cette présence d'un virus, comment dirais-je, dans la population mondiale, cette parole-là détourne la réalité de ce qui existe. C'est-à-dire que ce n'est pas la situation qui est stressante, c'est nous qui, dans la situation, sommes stressés, éprouvons des ressentis de peur, sommes bousculés et que tout notre corps est rentré en résonance avec certains aspects de la situation et donc nous sommes éprouvés. Donc l'émotion parle de nous dans notre corps-esprit et en aucun cas l'émotion ne parle de la situation. Donc ça n'existe pas une situation inquiétante. Ce qui existe, c'est une situation et il y a des personnes qui s'en inquiètent, qui projettent sur cette situation des dangers plus ou moins fictifs et certains qui peuvent être réels, mais en tout cas, la situation en tant que telle n'est pas inquiétante, n'est pas déprimante, n'est pas humiliante, n'est pas stressante. Ça n'existe pas, c'est un abus de langage qui malheureusement projette sur la situation ce qui en fait nous appartient en propre dans notre propre réalité corporelle et psychique et en prolongeant, c'est-à-dire en continuant à parler de cette notion de situation inquiétante, on va le dire en lien évidemment avec ce qui s'est passé récemment, en continuant à nommer la situation comme étant inquiétante,
c'est comme si nous n'avions aucun moyen d'échapper à comment dire, cette évidence, ce cadre. Et évidemment que plus nous nous racontons que c'est la situation qui est inquiétante, plus nous cherchons à échapper à l'inquiétude, plus nous cherchons à échapper à la situation. Et donc, nous sommes dans un registre qui, évidemment, aggrave notre rapport à la situation qu'on n'a même pas pris le soin de définir au profit de c'est la situation qui est comme ça. Donc, c'est vraiment important, déjà, dans la suite de la définition de ce que c'est que l'émotion au sens biologique du terme, déjà de réaliser que nous sommes des êtres vivants et donc c'est nous qui éprouvons des émotions et ce n'est pas la situation qui est à l'origine de notre émotion. Et ce facteur-là, il est vraiment, c'est une clé très importante qu'il nous faut rappeler et rappeler et rappeler, tellement il y a dans nos sociétés cette habitude de considérer que c'est la situation qui est à l'origine, c'est la situation qui est stressante, c'est la situation qui est déprimante. Voilà, donc ça c'est déjà un premier point et on va le revisiter. Oui. Il y a une quinzaine de personnes nouvelles. D'accord. Donc, juste pour, voilà, c'est pour que tu aies l'information. Tout à l'heure, tu as évoqué que ça pouvait décoiffer. Je te renforce l'idée que cela peut décoiffer. Que nos 15 amis qui nous rejoignent soient un peu décoiffés. Peut-être. Ouais. C'est drôle ce que tu dis parce qu'effectivement, quand je fais des conférences et que je vois en vrai les personnes qui m'écoutent, quand je dis ça, il y a, j'entends bien hein, que la façon dont les personnes reçoivent cette information, pour certaines, il y a un grand sourire, genre ah bah oui, quand même, c'est moi c'est moi qui vis la situation d'une certaine façon. Et que pour d'autres, c'est des froncements de sourcils, c'est mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est pas possible. Tout le monde dit que c'est la situation qui est inquiétante et donc tout d'un coup, ce ne sera pas la situation. Donc, je vois bien effectivement combien ça peut peut-être décoiffer, en tout cas, nous faire poser la question de mais qu'est-ce que ça raconte, quoi, cette histoire de logique émotionnelle et de rapport que l'on peut avoir avec le langage qui raconte les choses d'une certaine manière, comme si le langage, on ne pouvait pas se fier au langage. Ben, ce n'est pas tout à fait faux. Le langage, c'est un langage. C'est une parole qui est dite sur une réalité et en aucun cas, le langage n'est réalité. Donc ça, on va le regarder aussi. Mais ce que je vous propose en continuant, il n'y a pas de questions, Catherine, pour l'instant? Pas pour le moment, non. Et donc, ce que je vous propose, c'est de continuer en regardant les circonstances dans lesquelles l'émotion se manifeste. Et donc, ces circonstances, c'est finalement lorsque dans un environnement dans lequel nous sommes présents, dans la situation se produit une information, se produit un changement. Et donc, nous sommes alors, plus ou moins tranquilles, hein, en tout cas, nous évoluons, nous marchons, nous sommes présents, nous parlons, nous écoutons, hein, et à un moment donné, notre corps, via les sens, notamment les 5 sens, plus un 6e plus corporel et plus intime, perçoivent qu'il y a un changement. La situation a changé. Là où j'avais des points de repère, là où je savais ce qui se passait, là où j'avais une connaissance de la situation qui fait que j'avais une forme de présence satisfaisante, et voire mes besoins étaient satisfaits, je connais la situation, je sais ce qui s'y passe, je peux même terminer les phrases des gens que je connais bien, donc il y a un côté assez confortable dans la situation dans laquelle je suis, et à un moment donné, surgit quelque chose qui vient changer la donne. Et notre corps est parfaitement adapté pour recevoir ces informations et ces changements dans notre environnement
il est parfaitement adapté parce que la vie même du corps dépend de notre capacité à saisir le changement. Si notre esprit, lui, préférerait que les choses restent en l'état parce que c'est quand même plus rassurant, et puis on connaît, on peut maîtriser, on peut contrôler la situation, etc., notre corps, lui, est parfaitement adapté dans une capacité à saisir les modifications et à saisir les changements et invite automatiquement le corps à prendre en considération la nature du changement et de savoir si ce changement qui a lieu est un changement plutôt bon ou plutôt pas bon à la vie et au maintien de la vie du corps, au maintien de la vie de l'être. Voilà. Donc, nous sommes tout à fait capables de nous adapter, de non seulement saisir le changement, mais de nous y adapter. Et cette adaptation, elle est essentiellement corporelle. Le corps perçoit, le corps sent l'information de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Et donc, il éprouve quelque chose, il éprouve des sensations qui indiquent si c'est bon ou si c'est pas bon, et puis il réagit à la situation parce que tout ça va automatiquement participer à une forme de rééquilibrage par rapport à la situation qui est perçue. Et donc, ce mécanisme-là, il est automatique, il est naturel, il est bio, il est tout à fait opérant. Et la biologie, la génétique met en évidence que nous sommes tout à fait capables de ce type d'adaptation à partir de la perception des sens par rapport au changement qui a lieu. Simplement, autant l'esprit, lui, le corps, pardon, est affûté dans cette capacité à restaurer l'équilibre lorsqu'il y a un événement qui fait choc, autant lui, l'esprit, il aimerait pouvoir rester confortable. On ne peut pas lui en vouloir, hein, qui d'entre nous ne cherche pas naturellement à conserver une sorte de confort corporel et mental à partir de ce que nous connaissons, à partir de ce que nous aimons, à partir de ce qui satisfait notre sécurité, notre identité, nos projets, notre bonheur, etc. Là, je veux dire, on ne peut pas s'en vouloir et on peut en vouloir à personne que de vouloir persévérer dans son existence. Ça, c'est un terme qui m'est cher parce que c'était le philosophe Baruch Spinoza qui parlait de persévérer dans son être. Et donc, j'aime beaucoup cette formule puisque nous cherchons tous à persévérer dans notre existence et ça se fait aussi de façon complètement naturelle et automatique. Et que le fait de persévérer dans son être, eh bien, développe un certain nombre d'habitudes comportementales et d'habitudes mentales qui ont toute vocation à continuer à satisfaire notre existence, la valeur de notre existence, et que nous avons tous développé ce type d'habitudes et qui peuvent comment dirais-je, se rassembler sous 4 formes. Ces 4 formes, elles ont été largement étudiées par Henri Laborie dans ses travaux et puis après racontées dans des écrits. Depuis, tous les gens qui s'intéressent au phénomène émotionnel se réfèrent tous à ces grands, ce que Laborie appelait les comportements biologiques, c'est-à-dire la façon dont l'émotion se traduit dans des comportements et que ces comportements trouvent une origine biologique, c'est-à-dire dans un rapport à la survie, dans un rapport à la vie. Et donc, nous sommes tous dotés de 4 types de comportements adaptatifs, de comportements qui répondent de façon tout à fait impérative à satisfaire notre propre existence. Et ces comportements, on va en parler, mais ils mettent vraiment en évidence que nous cherchons et nous sommes naturellement attachés à ces habitudes, à cette persévérance
et que force est de constater que par tous les moyens, nous cherchons vraiment à conserver ce confort et cette exigence qui est très typique finalement du processus émotionnel, cette pression, cette contrainte intérieure, eh bien, elle s'impose non pas parce que nous le voulons, mais parce qu'il existe en nous un phénomène qui s'appelle un système émotionnel et qui a sa propre logique, et que ce phénomène s'impose comme, malgré notre volonté, c'est pour ça qu'on dit souvent que l'émotion c'est plus fort que soi, donc c'est absolument pas une histoire de volonté, c'est un principe de vie, un principe de survie qui s'impose à soi dans ce désir de persévérer dans son existence, un désir de répondre à notre biologie, et que finalement, notre intelligence, eh bien, elle va beaucoup plus habiller ses comportements que finalement être à l'origine de notre émotion. Et donc, quels sont ces 4 comportements? Le premier type de comportement, c'est lorsqu'il y a un changement, la première intention du corps-esprit, c'est de chercher naturellement à éviter. Laborie parlait de fuite, et donc éviter, alors on va chercher, essayer 1, 2, 3, je reprends, on va chercher à éviter 2 choses. On va chercher à éviter la situation, mais on va aussi chercher à éviter la perturbation que cette situation a générée en soi. Et donc, éviter, fuir, c'est une première façon de répondre à la situation en considérant que ce changement, il ne devrait pas exister, que la perturbation dans laquelle ça nous met, elle ne devrait pas non plus exister. Et donc, que si nous pouvons arriver à éviter, penser à autre chose, faire autre chose, conserver ce que nous avions et donc être dans le déni pour nous éviter d'avoir à vivre cette situation qui change, qui nous change par rapport à nos habitudes et par rapport à notre confort, eh bien, de façon complètement automatique et naturelle, eh bien, nous allons chercher à éviter, à nous, comment dirais-je, quitte à nier la situation, quitte à mentir, quitte à s'agiter dans tous les sens pour arriver à vivre autrement la situation et donc ne pas être coincé par elle, etc. Et donc, c'est une première formule, on va dire, un premier modèle qui est intégré en chacun d'entre nous, hein, qui est un modèle d'évitement. Et donc, que ce soit l'évitement de sentir l'inconfort ou que ce soit l'évitement de la situation en tant que telle, c'est, si je prends le confinement, moi j'ai entendu des gens raconter non mais c'est pas possible de rester à la maison là pendant, ils ne se rendent pas compte, à 15 jours à la maison sans sortir, ça va pas être possible, ça va pas le faire. Et donc, on va s'y prendre autrement, et donc on va chercher à sortir, on va prendre la voiture, puis on va aller dans un endroit où il y a un jardin, etc. Ça, c'est pour les gens qui en ont la possibilité. Et donc, on entend bien hein, dans les mots « c'est pas possible », c'est la façon dont nous cherchons à échapper à une situation et comment nous cherchons à éviter ce qui est au profit d'une situation dans laquelle on s'imagine que ce sera plus vivable pour nous. Après, il y a un deuxième modèle, c'est le modèle que Henri Laborie appelait la lutte, c'est-à-dire c'est comment nous pouvons chercher à maîtriser, à contrôler, à avoir raison de la situation du changement. Et donc, nous allons rentrer en opposition, en confrontation, en rivalité avec la situation, et non seulement avec la situation extérieure, mais aussi avec nous-mêmes. C'est-à-dire que nous exigeons de nous d'être forts, d'y arriver, de maîtriser la situation,
de la contrôler, de ne pas se laisser faire. Évidemment, ça va nous inviter à beaucoup juger la situation, juger l'autre, se juger. Donc, il y a quelque chose du registre de la lutte dans cette confrontation, dans laquelle il faut absolument qu'il y en ait un qui gagne par rapport à l'autre. C'est nous ou c'est la situation. C'est nous tels que nous devrions être et non pas nous tels que nous sommes. Et donc, c'est une autre façon de répondre à la situation par un système de confrontation, un système d'opposition. Et évidemment que dans ce type de situation, nous allons avoir tendance à projeter que quand même le méchant, c'est l'autre et que nous sommes des gens bien et que nous devons absolument être plus forts que tout ce qui nous est imposé. Ça, c'est la deuxième solution. Puis il y a une troisième solution, c'est quand je ne peux pas fuir et quand je ne peux pas lutter, ce qui me reste, c'est faire le dos rond, faire le mort, faire le dos rond, faire le gentil, subir la situation et donc se contenter, puisque je ne peux pas fuir la situation et je ne peux pas la maîtriser, je vais me contenter d'exister à minima dans la situation et donc de sacrifier une partie de mon déploiement ou une partie de ma valeur biologique au profit en garder quand même un petit morceau dans ce minimum vital, et ce qui va permettre de traverser la période, traverser la situation en limitant nos actions, en limitant nos activités, en limitant notre réflexion, en limitant... Et c'est une autre façon. Alors, on le voit bien dans le règne animal, c'est l'animal, il fait le mort, il attend que le danger soit passé pour pouvoir à nouveau se mobiliser et agir. Et donc, Laborie parlait de l'inhibition d'action, c'est-à-dire nous diminuons notre activité au profit de notre survie. Donc, tout ça sont des moyens défensifs et il suffit de regarder autour de soi pour repérer des gens plutôt dans l'évitement, dans l'humour, dans le déni, dans « non mais tout va bien, c'est pas grave », etc. Ou des gens qui sont plutôt dans la lutte, la confrontation, le contrôle, la maîtrise de soi et des situations, donc on en connaît tous un stock. Et puis ceux qui sont plutôt dans, voilà, je fais le dos rond, j'évite, je relativise, je cherche à donner du sens et des tas d'explications à la situation, et de manière à ce que voilà, la situation elle va perdurer, j'espère pas trop longtemps, mais après ça ira mieux. Et donc c'est une troisième façon aussi de persévérer dans son existence. Et puis il y a évidemment une quatrième façon, alors celle-ci évidemment elle réjouit tout le monde, c'est de rentrer en rapport avec la situation, mais sur un mode d'opportunité, c'est-à-dire tout est occasion de se déployer, et donc je cherche à tirer parti, voire à tirer profit de toute situation. Et donc il y a un côté profiteur, il y a un côté je capte tout ce qui est possible de capter, j'en profite pour, etc., qui est une autre façon. Alors on pourrait dire que ce sont les optimistes, ce sont aussi des gens qui trouvent une certaine excitation dans la capacité d'utiliser toute forme de situation pour déployer ses ailes, pour exister, même si c'est quelquefois, il faut le reconnaître, aux dépens de son entourage. Donc il y a un côté très excité dans ce système que Laborie racontait sous la forme d'un système de récompense, et on cherche à obtenir le maximum de toute situation, quelles que soient les conséquences sur son environnement. Voilà, ça semble extrêmement réducteur, mais si vous regardez bien autour de vous et que vous avez une attention sur vos propres habitudes comportementales et mentales, eh bien on s'aperçoit que nous sommes tous pétris de ce pain, de cette pâte dans laquelle nous manifestons, dans laquelle nous exprimons, nous agissons, nous pensons, avec comment dirais-je, des variations évidemment en intensité, mais force est de constater que nous sommes tous dans cette couleur, fait de ces quatre couleurs, de ces quatre tonalités, de ces quatre types finalement d'émotions,
et que ces 4 types d'émotions, ben, vous les avez reconnus au passage. Il y a l'émotion de la peur, l'émotion de la colère, l'émotion de la tristesse et l'émotion de la joie, qui sont les 4 grands thématiques finalement de l'émotion, mais que l'on repère au travers des comportements que nous adoptons pour répondre à aux situations de changement hein, qui nous arrivent de l'extérieur, et comment nous nous adaptons à ces situations en passant par des habitudes comportementales et des habitudes mentales qui sont des voies, qui sont des façons de vivre, des façons parfois même de survivre, et qui sont à l'origine de nos ressentis, ceux que je viens d'évoquer, la peur, la colère, la tristesse ou la joie, avec toutes les compositions possibles et imaginables quand ces différentes tonalités sont mélangées les unes les autres, hein, c'est comme une palette de peintre. Et comment ces ressentis, et qui sont à la fois corporels et mentaux, comment ces ressentis, c'est cela que l'on décrit comme étant des émotions, mais ces émotions n'existent qu'en fonction de ce que nous faisons, en fonction de ce que nous pensons, et que plus évidemment, pour reprendre un exemple récent, plus je pense qu'à chaque fois que je sors de chez moi et que je croise quelqu'un, plus je regarde la personne et que je cherche à déceler si la personne tousse, la tête qu'elle a, si elle s'approche de moi, si elle a le nez qui coule, etc. Plus je suis dans cette habitude de posture, d'attention, de vérification, que la personne est saine, qu'elle va bien, etc., plus je cherche à vérifier ça, et que je suis en pleine sécurité, même si je vais dehors avec mon masque, mes gants, etc., plus je développe évidemment un sentiment de peur, peur d'être contaminé, peur que le virus me saute dessus, comme si un virus sautait sur n'importe qui. Mais c'est quand même comme ça que je me raconte l'histoire, et que du coup, je développe en moi des habitudes de peur et d'inquiétude, et que quand je vais sortir avec mon masque et mes gants, je vais finalement distinguer 2 types de comportements. Il y a ceux qui me rassurent et il y a ceux qui m'affolent. Voilà, ça c'est tout le processus émotionnel, et nous n'y pouvons rien, nous sommes existants du fait même de cette biologie intime, de cette biologie vivante. Et la spécificité de l'espèce humaine, c'est précisément de pouvoir connaître ce processus. Et donc là, on arrive petit à petit à ok, d'accord, on fonctionne comme ça, ce n'est pas très réjouissant, ok, ça nous assure la survie, mais bon, quand même, c'est un peu contraignant hein, de fonctionner sur ce modèle-là. Mais bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, c'est que la spécificité de l'espèce humaine, c'est précisément de pouvoir connaître, de pouvoir développer une connaissance de ce type de fonctionnement. Donc aujourd'hui, on en a une connaissance qui est de plus en plus validée, on va dire, par des travaux scientifiques, donc c'est ce qu'on appelle les neurosciences. Mais avouons que quand on va du côté de lecture, de philosophes, d'anthropologues, et la philosophie, ça remonte quand même très très loin hein, dans le temps, qu'à lire quelques grands philosophes grecs, il n'y a qu'à lire aussi quelques passages de la Bible, il n'y a qu'à lire les Upanishads en Inde, il n'y a qu'à lire le livre du Tao, enfin, on voit que les neuroscientifiques sont vraiment très très loin d'être les premiers à se pencher sur ce phénomène, et que les hommes n'ont cessé de chercher à comprendre le phénomène des comportements, le phénomène émotionnel, même si ce n'était pas utilisé sous ce langage-là,
à décoder les comportements, à mieux comprendre pourquoi les hommes se comportaient de telle et telle manière, pourquoi ils faisaient la guerre, pourquoi ils avaient peur, pourquoi ils étaient complètement effondrés dans certaines situations, pourquoi, etc. Et donc, c'est le propre de l'homme, c'est non seulement d'avoir cette structure et cette logique émotionnelle, mais c'est aussi la capacité à chercher à comprendre, à chercher à donner du sens à ces mécanismes et à ces phénomènes. C'est un neuroscientifique que j'aime beaucoup et qui dit que le cerveau a horreur du non-sens, que l'être humain a horreur du non-sens, son cerveau a horreur du non-sens, mais c'est exactement ça. Nous cherchons à donner du sens et donc nous pouvons connaître le système, nous pouvons le décoder, nous pouvons le regarder, nous pouvons l'observer, nous pouvons en parler. Et donc, c'est formidable nouvelle. Nous sommes des êtres de connaissance, et le mot est intéressant parce que connaissance, c'est une histoire de naissance, et nous pouvons naître avec cette information, comme quoi nous sommes porteurs d'une logique émotionnelle qui a du sens, qui a une valeur vitale. Et donc, bonne nouvelle, nous pouvons connaître, grandir, évoluer, nous déployer avec cette connaissance. Et il y a fort à parier que cette connaissance nous rendra plus humains que si nous continuons à subir la seule nature qui a quelque chose d'automatisé, quelque chose de purement corporel, quelque chose qu'on pourrait même qualifier d'animal. C'est simple, les animaux sont loin de n'être que ça, mais en tout cas, il y a une part plus animale en chacun d'entre nous et que nous pouvons non pas la rejeter, non pas la nier, non pas la subir, non pas lutter contre, non pas chercher, mon Dieu, à la gérer, alors c'est le must en ce moment, mais au contraire, nous familiariser avec elle, la connaître, la reconnaître, l'apprécier, la remercier, lui donner toute sa place dans la connaissance de soi et dans le soin que l'on peut prendre de sa propre existence. Et c'est ça qui va, me semble-t-il, pouvoir changer notre vie. Changer notre vie au sens de, on ne va plus fuir sa propre existence, on ne va plus chercher à la contrôler, à la lutter ou à gérer. On ne va pas non plus la subir en serrant les dents et en attendant que ça se passe, mais on peut d'abord la connaître, c'est-à-dire grandir avec elle, évoluer avec cette connaissance et apprendre avec elle comment répondre de la valeur de notre existence plutôt que de subir cette situation. Et j'en arrive au langage. Est-ce qu'on passe par une ou deux questions? Allez. Gérard demande, est-ce qu'on sait pourquoi certaines peurs deviennent des phobies? Eh bien, plus la phobie s'installe à partir du moment où la peur n'est pas entendue dans sa valeur d'information, dans sa valeur apprenante, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, on parlait de fuite tout à l'heure, plus nous fuyons la peur, plus elle risque de devenir phobique, ou plus elle risque de devenir phobie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de surenchère de l'émotion sur l'émotion, et donc l'angoisse, la phobie, la rage, la jalousie, etc., ce sont des manifestations émotionnelles sur des manifestations émotionnelles. Et donc, moins nous entendons, moins nous écoutons le sens, la valeur de la peur qui nous parle de notre besoin, en l'occurrence de sécurité dans la situation, et plus nous non, dans l'autre sens, moins nous la prenons dans cette intention vivante, plus nous la fuyons, plus nous la rejetons, moins lui donnons du sens, plus l'information va se durcir, va s'intensifier, va grossir jusqu'à devenir une phobie. Voilà. Donc le phénomène, il est là, c'est-à-dire c'est exactement comme vous mettez la main sur une flamme,
au début, c'est rouge. Et puis, si vous insistez en disant « Non, mais moi, je suis plus fort que la flamme, et il n'est pas question que j'ai mal, que j'ai peur, ce n'est pas une flamme qui va m'empêcher d'exister », au bout d'un moment, le rouge devient une énorme cloque. Et puis, au bout d'un moment, vous sentez le cramer et le doigt devient tout noir. C'est le même phénomène. C'est-à-dire qu'il s'agit quand même d'écouter l'expression de son corps dans l'intention vivante que contient la peur. Alors, Patricia se demande, mais il n'y a pas que des peurs, il y a aussi ce qu'elle nomme des incohérences. Quels en sont les impacts? Alors, l'incohérence, c'est lorsque nous sommes face à une situation que nous avons, dont nous attendons un certain modèle et que nous voyons ayant un modèle différent. C'est-à-dire que l'incohérence, c'est le décalage qu'il y a entre ce que nous attendons et ce que nous percevons. Et plus nous sommes attachés à voir ce que nous attendons, plus ce que nous percevons va nous sembler incohérent. Et donc, c'est ça. Alors, quelles conséquences ça a l'incohérence? Elle peut, de toute façon, elle va être saisie corporellement par un mal-être, un malaise il y a un truc qui ne va pas, et donc, voilà, je fais ce geste-là, c'est-à-dire, c'est quoi ce machin? Okay, donc, il y a un effet de surprise par rapport à l'incohérence. Cette surprise peut favoriser une réaction, etc. Et donc, comment dirais-je, se déployer sur une réactivité de manière à ce que nous retrouvions déjà, nous, notre propre cohérence par rapport à la situation. Donc ça, c'est déjà un premier point. L'autre point, c'est comment nous pouvons chercher à maintenir coûte que coûte de la cohérence dans les situations auxquelles nous sommes confrontés, et donc favoriser nous-mêmes la cohérence, devenir des personnalités tout à fait fines pour aller dénicher la cohérence et donner du sens cohérent à des situations les plus complexes, par exemple. Et donc, la recherche de cohérence, du coup, devient une sorte de fil conducteur de nos choix de vie. Alors, la cohérence, l'harmonie, l'ordre, voilà. Évidemment que quand on écoute l'histoire des personnes, il y a forcément quelque chose qui, dans l'histoire, est venu interrompre la cohérence, c'est-à-dire qu'il y a eu certainement un choc, voire des chocs qui ont déstabilisé et qui ont renforcé évidemment le désir de cohérence ou d'harmonie, ou quand une personne fait quelque chose, elle fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait, qui fait que du coup il n'y a plus d'incohérence, donc tout va bien. Voilà. Donc c'est difficile de dire que l'incohérence, ça provoque comment dirais-je, de la colère ou de la peur, etc. Ça fait partie des informations, comme l'obstacle ou comme l'agression. La cohérence, ça fait partie des informations qui sont de véritables stimuli sensoriels et déclenchent des réactions de défense et au-delà des habitudes comportementales et mentales. Une autre interrogation de Micha, c'est comment soutenir l'émotion induite par un sentiment d'injustice subie? Alors, je ralentis. Comment soutenir l'émotion induite par un sentiment d'injustice subie? Alors, l'injustice, on est déjà on est déjà loin dans l'émotion, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une explication, un éclérage qui nous donne à penser, on est dans la pensée, qu'il y a eu injustice et que cette injustice, nous n'avons pas pu faire autre chose que la subir. Donc,
on a une information importante qui est il s'est passé quelque chose qu'il faudrait préciser parce que pour l'instant, on n'a que la fin de l'histoire, mais que ce qui s'est passé a été un véritable choc, et que de ce choc, le moyen que nous avons mis en place pour arriver à survivre, c'est peut-être d'avoir fait le dos rond et d'avoir subi la situation. Et il en reste un sentiment d'impuissance et un sentiment peut-être de dépit, de rancœur, en tout cas d'une injustice et d'un sentiment d'injustice qui perdure. Et donc, comment soutenir ça? C'est d'aller chercher l'événement, et ça, c'est vraiment un travail qu'on peut faire soi-même, mais sinon, c'est vraiment utile d'être aidé par quelqu'un qui connaît bien le processus de logique émotionnelle, par un thérapeute, par un coach, etc. C'est d'aller chercher l'élément qui résonne intérieurement comme cette absence de justice, on va dire. Mais quoi précisément est à l'origine de ce bouleversement, de ce choc, de ce changement dont je parlais tout à l'heure. Et donc, c'est pas tant, on ne va pas chercher à soutenir l'injustice, on va au contraire aller chercher l'événement qui est venu nous déstabiliser et nous accorder, consentir à être déstabilisés corporellement, sensoriellement, par rapport à un événement qui s'est passé dans notre vie. Et donc, on ne va surtout pas chercher à soutenir ce sentiment d'injustice. Ce n'est pas la bonne voie. La voie, c'est beaucoup plus concret que ça. C'est d'aller chercher, de faire cet effort d'attention pour aller chercher quel événement précisément, un peu comme dans un script, d'aller chercher l'événement le plus concret possible qui est à l'origine de tout ce discours sur l'injustice subie que nous nommons, et d'accepter, de nous accorder à avoir été déstabilisés, à avoir perdu notre stabilité, à avoir perdu finalement notre justesse ou notre aplomb dans la situation, de nous laisser déstabiliser sensoriellement. Et ce que nous observons, les thérapeutes en logique émotionnelle observent que quand nous nous accordons à notre perte de stabilité dans une situation précise, le fait de nous laisser informer sensoriellement, eh bien, c'est ça précisément qui nous aide à pouvoir tenir, de pouvoir faire face à la situation telle qu'elle a été, et nous aide finalement à prendre du recul. C'est-à-dire que ce que nous observons, c'est que plus nous nous rapprochons de l'effet sensoriel de la situation à l'origine de l'injustice, plus nous arrivons à prendre du recul par rapport à cette injustice. Et donc, le meilleur moyen de soutenir cette situation, c'est vraiment de s'en approcher, et de s'en approcher corporellement au travers de la mémoire que nous en avons, et surtout du choc sensoriel que nous en avons éprouvé. Une dernière question avant de te laisser avancer justement sur parler juste. Gérard s'interroge. Est-ce que l'hyper-émotivité peut être le résultat d'une hérédité ou d'une maltraitance émotionnelle subie durant l'enfance? Ce sont des questions difficiles parce que, non pas que je ne vais pas y répondre, mais l'émotion, c'est le fruit de notre façon de nous adapter à des comportements auxquels nous avons été confrontés. Donc oui, il y a forcément quelque chose d'un héritage, puisqu'on sait bien aujourd'hui, dans les connaissances que nous avons sur l'épigénétique, qu'il y a des transmissions qui se font, donc nous héritons d'informations qui ont été vécues par nos parents.
il y a toute une mémoire de vie intra-utérine qui laisse des traces corporelles extrêmement profondes. Il y a aussi des modes éducatifs, et donc dans ces modèles éducatifs, il y a évidemment le rapport aux émotions, c'est-à-dire la façon dont l'ambiance ou les comportements parentaux, éducatifs, scolaires, etc., comment ils étaient en rapport avec les peurs de l'enfant, les colères de l'enfant, les larmes de l'enfant, l'excitation de l'enfant, etc. Et donc, tout ça a participé. Donc, dire c'est ça, c'est la génétique, ou c'est la vie intra-utérine, ou c'est comment les parents étaient des éducateurs sensibles à l'émotion de l'enfant, et puis s'ils ne l'ont pas été, c'est forcément ça qui a laissé des traces, etc. Il y a un côté abusif à vouloir absolument chercher des causes uniques, entre guillemets, pour expliquer le niveau et le système émotionnel qui est le mien. D'autant que ce que nous disons et ce qui est observable, et ça c'est vraiment la biologie qui nous aide à le voir, c'est que oui, il y a une génétique, oui, il y a eu des comportements, des gestes, quelquefois même de la violence, hein, qui a été vécu dans l'enfance. Oui, il y a pu y avoir des expériences difficiles dans la vie intra-utérine au moment de la naissance, et puis des maladies, puis des chocs, puis etc. Oui, il y a pu y avoir tout ça. Tout ça existe, et ce que nous privilégions, on va dire, dans la connaissance de la logique émotionnelle, c'est précisément de comment est-ce que le corps-esprit de la personne a traversé les épreuves qui ont été les siennes. C'est-à-dire que nous nous occupons beaucoup plus de la façon dont la personne a été touchée, a été déstabilisée par un certain nombre d'événements, et évidemment le point extrêmement important est comment elle a réagi, quels moyens elle s'est donné pour traverser ces épreuves et répondre à la valeur de son existence. Et donc c'est ça qu'il est important de réactualiser. On ne peut pas se contenter de dire, ben voilà, il s'est passé ça et donc c'est dramatique, autrement dit, toute ma vie, je vais être poursuivie par ce drame familial ou le comportement parental qui, à chaque fois que, je sais pas, moi, à chaque fois que je disais que j'avais peur, c'est que j'étais une mauviette, à chaque fois que je pleurais, c'est que j'étais enfin bref. Donc non, c'est pas suffisant. Je ne dis pas que ce n'est pas une influence, évidemment, ce serait absurde, mais je suis absolument convaincue par l'expérience que j'ai de l'accompagnement et de l'observation du modèle biologique que nous avons surtout à mettre en lumière la façon dont la personne a traversé ces épreuves, autrement dit, les moyens qu'elle a développés, défensifs, offensifs, de fuite, de lutte, de repli, etc. C'est tout ce qu'elle a développé pour arriver à persévérer dans son existence. Et là, on est dans un modèle qui, me semble-t-il, est beaucoup plus intéressant, puisque plutôt que de mettre la lumière sur les événements extérieurs qui ont été, donc ce n'est pas la peine de les nier, et quelquefois même c'est très important d'aller les récupérer en conscience, mais c'est très important de les récupérer en conscience et évidemment de regarder et comment je m'y suis pris, comment j'ai réussi à traverser ces épreuves, et du coup, qu'est-ce qui m'en est resté comme habitude comportementale et mentale. Donc là, on est au plus près de la personne, au plus près de la richesse et de l'intelligence sensorielle qui est la sienne, au plus près des capacités d'adaptation qui existent en chacun d'entre nous, plutôt que de rester focalisé sur des événements qui ont eu lieu, et que, voilà, on sait très bien aussi comment fonctionne la mémoire. Nous cherchons tous naturellement à être le héros de nos existences, et donc une mémoire, c'est vrai et pas vrai. Donc la mémoire, c'est toujours plein de fiction, plein d'interprétations. On ne se souvient que d'une petite partie
de ce qui s'est passé parce qu'on ne peut pas tout souvenir de tout. Donc, on se souvient de ce qui est en rapport justement avec la qualité de notre vie et la qualité de notre existence. Et ça, c'est normal, nous le faisons tous. Et donc, dire je me souviens très bien, j'avais 3 ans, il s'est passé ça, mon père a fait ci, ma mère a fait ça, etc. C'est non, le souvenir de 3 ans, il y a longtemps qu'il a été remanié et nous ne le remanions pas d'une façon anodine. Nous le remanions toujours dans une orientation qui est celle de la valeur biologique de notre existence. Voilà, donc c'est important de savoir que notre mémoire, elle est comme elle est, non pas parce que ça s'est passé comme je le raconte, mais je le raconte d'une certaine manière parce que ça répond au sens que je donne, ça répond à, encore une fois, la valeur biologique de notre propre existence. Et donc ça, c'est vraiment des points un peu dérangeants quelquefois. On aimerait bien que les choses se soient passées comme on les raconte, et en fait, non, on les raconte parce que ça nous intéresse de les penser comme ça. On continue sur la parole ? Oui, on continue sur parler juste. Voilà, et donc, il me semble que compte tenu de cette connaissance que j'évoquais tout à l'heure, et notamment lorsque nous sommes confrontés à des situations nouvelles, des situations dans lesquelles il y a vraiment des changements forts actuellement, voilà ce que nous avons vécu et ce que nous allons probablement continuer à vivre, eh bien, c'est riche en modifications, c'est riche en changements, ces points de repère ne sont pas les mêmes, ils n'étaient pas les mêmes, et aujourd'hui, les points de repère qui sont modifiés, on va dire. Et donc, je me suis posé la question de, voilà, face à ce changement, que dire, quelles paroles, quels propos, quelles paroles, en quoi parler peut nous aider à traverser ce type de changement, ce type de situation. Et donc, il y a comme ça un certain nombre de points. La première, qui est évidemment extrêmement mise en évidence, et c'est vraiment à juste titre, c'est toujours privilégier l'usage du « je ». C'est parler à partir de je, parler à partir de mon expérience, de ce que je vis moi dans la situation. Et donc, parler à partir de son expérience, parler à partir de ce que j'expérimente de la situation, a toujours plus de présence et plus de puissance et plus de justesse que de parler à partir de l'opinion que j'ai de ce que font les uns et les autres. Voilà. Donc, le je, et quand je dis le je, ce n'est pas le moi-je, non, c'est juste je, ça suffit, je. Et donc, je vis, je pense à la situation sous cette forme-là, j'ai vécu ça, je ressens ça, j'ai entendu telle parole et je me suis sentie déstabilisée par rapport à cette parole, etc., etc. C'est-à-dire de pouvoir se référer à ce qui est vivant, ce qui est présent en nous, à la fois être corporel et être cognitif, être pensant, et donc de pouvoir se référer, je dirais avec humilité, à ces différentes expériences que nous faisons, qui ne sont pas forcément des expériences faciles, hein, mais nous sommes dotés, nous, êtres humains, de cette capacité à mettre des mots sur ces expériences, sachant que les mots sont définitivement un reflet de notre expérience et souvent un reflet de notre expérience émotionnelle. Et que définitivement, la parole ne décrit pas des faits, mais les reflète. Donc, il y a un terme bien connu, hein, le mot n'est pas la chose, ou le tableau du peintre Magritte qui avait dessiné, peint une pipe et il avait écrit en dessous « Ceci n'est pas une pipe ». Ben oui, parce que ceci est le dessin et la représentation d'une pipe, ce n'est pas une pipe. Mais dans notre langage, nous réduisons, comment dirais-je, nous raccourcissons notre propos, et lorsque nous voyons le dessin d'une pipe, ce que nous disons, c'est une pipe. Et ben nous le faisons évidemment pour des tas d'autres observations.
Or, le langage est fait pour décrire l'expérience. Il n'est pas fait pour autre chose. C'est un reflet, c'est un miroir. On dit souvent que le langage est un miroir, la parole est un miroir. Et oui, c'est un miroir. Et donc, ça montre quelque chose qui existe, mais ce n'est pas existant en tant que tel. Et donc, utiliser la parole, utiliser le je pour parler de son expérience, utiliser ce miroir pour décrire quelque chose qui est vécu, qui est éprouvé, qui est pensé dans la conscience que c'est une pensée. Et donc, la pensée, elle est sur quelque chose, elle est sur quelqu'un, elle n'est pas quelque chose ou quelqu'un, elle est à propos d'eux. Et donc, le premier point qui évidemment est fondamental, c'est l'usage du je pour témoigner. Nous sommes les témoins de nos propres expériences et donc le je pour témoigner de notre existence. Le deuxième point, ce serait là aussi, ça demande un effort d'attention. Le deuxième point, c'est que le langage témoigne de l'observation au plus près des faits. Et donc, qu'est-ce que j'ai réellement entendu? Qu'est-ce que j'ai réellement vu? Il y a une jeune fille qui aujourd'hui me disait, me parlait d'une situation dans le cadre scolaire quand elle était enfant, et son propos c'était de toute façon, pauvre fille, vous ne ferez jamais rien à la vie. Et donc, j'entends ça et je lui dis, donc cet enseignant vous a dit à un moment donné, de toute façon, pauvre fille, vous ne ferez jamais rien à la vie. Donc là, il y a un blanc, quelque chose comme ça. Ah, donc ce n'était pas tout à fait ça, c'était quelque chose comme ça. Oui, enfin, je ne me souviens plus. D'accord, donc vous ne vous souvenez plus de ce qu'il a dit. Non, mais ça voulait dire ça. Ah, ça voulait dire ça, mais ce n'était pas ça que vous avez entendu. Non, mais je ne me souviens plus de ce qu'il a dit. De toute façon, c'était quelque chose comme ça. C'était pauvre fille, tu ne feras jamais rien à la vie. D'accord. Donc, vous, ce que vous avez compris, c'est ce qu'il vous disait, mais ce que vous avez entendu, ce n'est pas forcément ça. Et en distinguant son interprétation d'un propos dont elle ne se souvenait plus, elle-même s'est assez vite rendue compte qu'elle était complètement dans l'interprétation, qu'elle se souvenait absolument plus ce qu'avait dit ce prof, que c'était un mauvais souvenir, mais que de toute façon, ce qu'elle vivait, c'était de conserver ce souvenir erroné, puisque elle ne se souvenait pas de ce qui avait été dit, comme c'est le choc de ma vie, à partir de là, ma vie n'a plus jamais été la même, et donc c'est horrible ce qu'on fait vivre aux enfants, comment c'est possible, et cet enseignant. Et donc, on voit bien comment se rapprocher des faits, plutôt que de se rapprocher du souvenir qu'on en a ou l'interprétation qu'on en garde, eh bien, c'est ça aussi l'expérience. L'expérience, c'est vraiment de pouvoir se rapprocher de ce qui a été réellement observé et de s'en rapprocher, de le recontacter, permet aussi évidemment d'éprouver ce que ça nous a fait, voilà, je mets la main ici, de ce que ça nous a fait sensoriellement. Et plus nous nous rapprochons des faits, plus nous nous éloignons de leur interprétation, plus nous nous rapprochons du réel, plus nous sommes, nous, réellement présents dans l'expérience que nous avons faite du changement, de ce qui nous a éprouvé. Donc, le premier point, c'est parler en je. Le deuxième point, c'est se rapprocher des faits au plus près, c'est-à-dire parler de ce qui a été observé, parler de ce qui a été entendu, parler de ce qui a été vu, au plus près des faits et non pas au plus près de l'interprétation que nous en avons gardée. Le troisième point, c'est un effort dans l'usage de la grammaire. L'effort consiste à parler de ce qui est sous une forme affirmative et éviter de parler de ce qui n'est pas, la forme négative. Donc, il ne s'agit pas du tout d'opposer les gens négatifs avec les gens positifs. Ce n'est pas ça du tout. Là, on est dans une version qui est optimiste, pessimiste. Faut être positif dans la vie. Non, mais les gens, ils sont pessimistes. Alors, vraiment, ils bradent du noir. Ils sont tous négatifs. Non, pas ça du tout.
c'est la logique émotionnelle, elle invite à être au plus près de l'expérience. Et donc, l'expérience, c'est le témoignage des faits, de ce qui est, et donc invite à une formulation sous la forme affirmative. Dans affirmatif, il y a ferme. Donc, il y a quelque chose qui existe, il y a quelque chose de l'existence dans le fait d'utiliser une forme affirmative pour raconter l'expérience, pour raconter l'événement, pour raconter l'observation, pour raconter combien de fois j'ai fait faire l'expérience à quelqu'un qui voilà, porte une évaluation sur une activité et puis dit ouais, c'est pas mal. Et donc d'écouter l'effet sensoriel de c'est pas mal, et puis d'écouter l'effet sensoriel réel, c'est-à-dire c'est quand je vois ça ou quand j'ai fait ça, j'ai senti. Alors j'ai senti, ça peut être, je sais pas moi, au max c'est des papillons dans la gorge, ça peut être une ouverture du cœur, ça peut être un soulagement, ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être quelque chose qui est véritablement, qui a été, qui est éprouvé réellement. Et donc, de faire cet effort qui consiste à passer de ce qui est vivant sous une forme affirmative et de laisser de côté ce qui est absent, ce qui est, comment dirais-je, de ce qui n'est pas, de ce qui est négatif au sens ça n'est pas, et de faire cet effort d'attention pour décrire au plus près le réel éprouvé, le réel existant autour de soi, donc le réel de la situation, et de veiller en constatant que une formulation de type « ce qui n'est pas » ne peut qu'aboutir évidemment à amplifier la sensation de manque et la sensation de frustration. C'est-à-dire que la frustration et la plainte sont nourries en fixant son attention sur ce qui n'existe pas. Et évidemment, en le disant, ça semble complètement évident, puisque décrire ce qui n'est pas n'aboutira jamais à préciser ce qui est. Une autre formule que j'avais employée, c'est, moi j'ai un primeur en bas de chez moi, il est formidable, il y a des fruits, des légumes de saison, sont bien choisis et tout. Et donc, si je vais le voir en lui disant tout ce que je ne veux pas comme fruits et légumes, vous imaginez ce que ça peut donner. Et il va me regarder, il est extraordinairement bienveillant, il va me regarder en disant « Je suis désolée, madame, mais une fois que vous m'avez dit tout ce que vous ne voulez pas, en fait, vous voulez quoi ?» D'accord ? Donc, la formulation négative, évidemment, tout le monde trouve ça normal quand on va chez son primeur ou chez son charcutier, hein, mais la formulation négative, cette capacité du cerveau à dire ce qui n'existe pas, comment dirais-je, nous éloigne finalement de pouvoir entrer dans un rapport direct avec la réalité vivante. Voilà. Donc, autre point, c'est privilégions vraiment dans un effort la formulation affirmative, qui encore une fois n'est pas positive, c'est juste une affirmation par rapport à ce qui est. Le quatrième point, c'est qui est vraiment le fruit de la connaissance du processus émotionnel, c'est à chaque fois que c'est possible, d'arriver à repérer la tentation de nos automatismes défensifs pour arriver à le suspendre un peu plus dans le temps. Je donne cet exemple d'une dame qui me racontait récemment que elle voit bien qu'avec son fils, il y a vraiment des hauts et des bas, et qu'elle aimerait que ce soit un peu plus, voilà, qu'ils s'entendent mieux, que ce soit un peu plus chaleureux, mais qu'elle constate que quand il est gentil, câlin, c'est un bonheur, c'est une merveille, il se parle, etc. Et puis, elle ne comprend pas ce qui se passe. Tout de suite derrière, il s'emporte, il devient violent, claque les portes, il la traite de tous les noms. Et elle constate que plus ça va, c'est un adolescent, dit-elle, ok, et plus ça va, plus elle a du mal à vivre les moments de rapprochement, tellement elle lui en veut des moments où il la rejette, il s'éloigne, etc.
Et ce qu'elle me racontait, c'était qu'elle avait bien pris la mesure de la façon dont son corps est comme embarqué dans la lutte, c'est-à-dire le rejet qu'elle a de son fils quand il vient, il se rapproche d'elle après les moments où il a lui-même été en colère. Et elle me dit, c'est formidable parce que je trouve une véritable liberté intérieure. Dès que je sens que mon corps est prêt à bondir sur mon fils pour lui reprocher son comportement, je sens une espèce de charge émotionnelle, de pression émotionnelle. Et quand ça arrive, c'est extraordinaire puisque je le vois, je le sens. Et à ce moment-là, je vois bien que c'est comme un torrent, donc ce n'est même pas la peine que je cherche à le calmer, parce que ça ne marchera jamais, mais comme le torrent, non, comme le volcan, me disait-elle, je trouve un dérivatif pour que la lave parte ailleurs que sur mon fils. Et donc, c'est cette liberté, cette libération dont elle me parlait, était comment, plutôt que de subir cette habitude comportementale qui consiste à rejeter son fils parce qu'il est quand même trop odieux, je ne sais pas quoi, comment elle pouvait écouter cette information qui se joue en elle et détourner en quelque sorte sa réactivité, sa colère contre son fils pour pouvoir trouver une rencontre, susciter une rencontre avec lui. Et donc, c'est ça aussi que nous pouvons faire. C'est-à-dire que la connaissance du système vivant, c'est aussi la possibilité d'être, de se parler à soi, de parler à l'intérieur de soi de ce qui se joue dans certaines situations. Et donc, il y a le jeu de l'échange avec l'autre, il y a la possibilité de se référer au plus près au réel qui est perçu, au fait. Il y a la possibilité d'utiliser un langage plus affirmatif. Et puis, il y a ce dialogue intérieur que nous pouvons avoir avec nous-mêmes entre je et je, un je automatique, pulsionnel, réactif, défensif, etc. Et puis un je qui aspire à mieux répondre à son désir intime en l'occurrence avec son fils, c'est un désir de lien, c'est un désir d'échange, de présence avec lui. Et donc, de répondre à ce désir-là d'une façon plus juste grâce à un dialogue intérieur. Ce qu'elle me racontait, c'est non mais je sens bien que alors ça monte à l'intérieur et puis voilà, donc je me parle, je me dis oui, ok, c'est ça qui se passe, tu la connais bien, cette attitude, tu as envie d'en découdre avec lui, tu voudrais vraiment qu'il comprenne et donc d'entrer dans ce dialogue qui est un dialogue en toute connaissance des causes biologiques qui l'animent, et donc c'est un dialogue non pas de sourds, mais au contraire, c'est un dialogue vivant entre soi et soi. Voilà. Et donc, c'est ces 4 points que je propose de valider, d'entendre comme peut-être que nous parlerons moins, mais que nous parlerons mieux, que nous parlerons d'une façon plus juste et adaptée, que nous parlerons d'une façon plus vivante, plus vibrante, que nous parlerons et que du coup nous saurons mieux écouter l'autre dans ce qu'il a à exprimer, et que du coup nous nous entendrons mieux les uns les autres, que nous saurons mieux coopérer les uns avec les autres, grâce à la meilleure connaissance que nous avons du système langagier, c'est-à-dire de cette parole qui reflète notre expérience, et que c'est à nous à utiliser le langage dans sa fonction, qui n'est pas une fonction uniquement de communication avec les autres, mais qui a une fonction de reflet de notre propre expérience, puisque nous avons quand même tous tendance à imaginer que l'on parle pour que l'autre nous comprenne, et cette fonction du langage n'est pas suffisante, puisque du coup nous dépendons de la façon dont l'autre nous comprend, nous interprète, etc. La première fonction du langage, c'est déjà de parler de sa propre expérience et éventuellement de la communiquer à l'autre, éventuellement,
non pas parce que nous attendons que l'autre nous valide et nous comprenne, mais parce que nous pouvons dialoguer à partir de notre expérience et évidemment, le mieux étant d'écouter celle de l'autre. Voilà ce que je souhaitais évoquer pour parler un peu plus précisément de cette fonction de la parole, cette fonction du langage et comment ce langage est, comment dirais-je, une prolongation de notre désir d'existence au travers ou grâce au reflet de notre propre expérience. Il y a des questions, Catherine? Oui, il y a des questions. Comme nous sommes bien avancés dans l'heure, je vais en prendre une. D'accord. Sophie qui t'interpelle sur, donc visiblement elle est thérapeute, est-ce que cela vous arrive, des patients qui n'arrivent pas à percevoir ce qui s'est passé en eux, donc à ressentir. Ils n'arrivent pas à ressentir. Ah bah tout à fait. Bien sûr que ça m'arrive et j'ai envie de dire que c'est même plutôt ça qui se passe chez la plupart des personnes, c'est-à-dire que nous n'avons, il n'y a aucune éducation qui favorise l'expérience sensorielle. Donc, les gens qui arrivent sont effectivement des personnes auprès desquelles il y a tout un travail de familiarisation, je vais presque dire d'éducation, pas de rééducation, parce qu'elle n'a pas été éduquée, mais d'éducation à la sensorialité dans la valeur biologique. Très souvent, il y a une représentation inquiétante de ce que c'est que ressentir. Et en plus, lorsque les personnes expriment leur ressenti, on est assez loin du ressenti corporel au profit d'une interprétation de type humiliation, je crois, rancœur, mais qui parle finalement très très peu de l'expérience corporelle. Donc oui, ça arrive, oui, ça m'arrive, il n'y a aucun doute, et oui, ça prend du temps pour les personnes pour se réapproprier leur expérience sensorielle vivante, et donc découvrir comment cette information sensorielle peut considérablement les aider dans leur vie quotidienne. Et ça peut prendre du temps. Voilà, c'était le point de conclusion. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci Catherine. Merci à vous d'avoir été nombreux, présents. Puis en plus de ça, je vous ai emmené tard dans la soirée. Je vous mettrai le lien dans le chat pour que vous puissiez accéder au site Logique émotionnelle. Vous continuerez de glaner des informations sur la logique émotionnelle. Vous pouvez réécouter Catherine dans d'anciennes conférences. Et puis, nous, praticiens formés par Catherine et Sylvie Alexandre, nous organiserons une table ronde le 22 juin à 13h avec 4 personnes. Et vous verrez, vous allez pouvoir voir passer la publicité. Voilà, merci Catherine, merci à tous. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci Catherine d'être là, présente. À bientôt. À bientôt.